Aujourd'hui, on va parler de l'éducation au développement durable. Imaginez un professeur d'histoire qui arrive en salle et dit « Aujourd'hui, on va parler de la Deuxième Guerre mondiale. » Et il dit « La guerre est un phénomène non durable. » Non durable, pourquoi? Parce que ça a des conséquences sur l'environnement, ça a des conséquences néfastes économiques et ça a des conséquences sur le social. Ça a des conséquences sur l'environnement, pourquoi? Parce qu'on utilise la bombe atomique quand on fait la guerre. Et la bombe atomique, vous connaissez les pollutions que ça dégage, l'impact que ça a sur le sol. Ça a des conséquences sur l'économie parce que les industries ou les entreprises les plus riches au monde, ce sont des entreprises qui produisent les armes. Donc quand on fait la guerre, ça a des conséquences sur l'économie. Quand le Cameroun est en guerre avec Boko Haram, le Cameroun doit se disposer des armes. Et les armes coûtent très cher. Ça a des conséquences sur le social. Pourquoi? Parce que quand on part en guerre, il y a des conséquences humanitaires, les pertes de vies humaines. Et vous savez, dans les pays guerroyeux, jusqu'aujourd'hui, les bombes lancées ont des conséquences sur les individus. On retrouve le plus souvent des malformations. Après avoir dit ça, il demande aux élèves, qu'est-ce que la guerre? Chaque élève aura quelque chose à dire sur la guerre. Est-ce que la guerre est une bonne chose? Chaque élève aura quelque chose à dire. Le développement durable, c'est un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc, éduquer au développement durable en milieu scolaire, c'est vraiment un art parce que à un certain niveau, on se dit, est-ce que le cerveau de l'enfant est câblé pour cela? Apprendre le développement durable à un enfant de la CIL. Je me souviens en 2017, quand je faisais mon mémoire, j'arrive chez un expert, parce que je travaille sur Einstein, sur la relativité. Il me dit, je lui demande, professeur, je suis venu avec mon thème, je voudrais connaître vos avis sur mon thème. Il me dit, explique la théorie de la relativité à un enfant de la CIL. Et moi, j'étais au début de ma recherche. Je ne savais par où commencer. Moi, je connais les définitions scientifiques, la théorie de la relativité. Nous n'avons pas la même conception de la même chose perçue dans deux corps de référence différents. Quand tu dis ça à un enfant, il ne va pas comprendre ce que ça veut dire. Ça, c'est la définition scientifique des choses. Et pour comprendre vraiment ce que c'est que le développement durable, nous devons partir des généralités. Le développement durable, c'est un paradigme. Ce n'est pas une simple théorie scientifique que Nietzsche, Einstein a mis sur pied. Comme l'évolutionnisme, le darwinisme, non. Le développement durable, c'est un paradigme. Et c'est une solution à un problème qui s'est posé depuis les années 70. Et le développement durable, ce n'est pas un développement qui est propre à un pays. Le développement durable fait en sorte que tous les pays sont au même niveau d'égalité. La France est sous-développée du point de vue du développement durable par rapport au Cameroun. Et même chose avec les autres pays. Donc tous les pays sont engagés dans une perspective de développement durable. Ce qui fait en sorte que le développement durable soit un développement universel et international. D'ailleurs, c'est un développement institutionnel. Parce que ça a été mis sur pied par les Nations Unies. Voilà pourquoi je disais tantôt au début, ce n'est pas une théorie scientifique qu'on a inventé, non. Ça a été mis sur pied par les Nations Unies, les institutions internationales. Et pour comprendre ce que c'est que le développement durable, il faut partir d'un constat simple. Imaginez, en 1950, le Cameroun comptait 5 millions d'habitants. Nous sommes en 2020. Aujourd'hui, d'abord, on ne connaît pas le nombre d'habitants du Cameroun. De deux, on ne sait pas si c'est 25 millions d'habitants ou c'est 30 millions. En moins de 50 ans, le nombre d'habitants s'est vu multiplié par 5. Voilà. Quelles sont les conséquences ou bien quels sont les enjeux de cela? La quantité de viande que 5000 personnes mangent n'est pas la même quantité de viande que 25 millions de personnes mangent. La quantité de nourriture ou la quantité d'eau que 5 millions de personnes consomment n'est pas la même quantité d'eau que 25 millions de personnes consomment. La quantité d'espace que 5 millions de personnes utilisent n'est pas la même quantité d'espace que 25 millions de personnes utilisent. Est-ce que vous savez
pourquoi on opte aujourd'hui pour la construction verticale, c'est-à-dire les étages. Ça, c'est une solution à un problème environnemental. La population gonflée à tel point que si on continue à construire de façon horizontale, chacun construit sa maison, il n'y aura plus d'espace et du coup les animaux vont disparaître. Qu'est-ce que les générations futures vont voir? Ils verront les photos des ânes, les chèvres, les bœufs. Simplement, ils ne verront pas physiquement ce que c'est qu'un éléphant. Puisque la quantité de population fait en sorte que chacun veut obtenir son terroir, construire sa maison et bien vivre. Et en 1972, vous connaissez tous ce que c'est que le rapport Mido. Le rapport Mido a dit, si le taux de croissance de la population mondiale restait le même, si le taux d'industrialisation restait le même, si le taux d'émission de pollution des gaz à effet de serre restait le même, le développement, le monde, dans tous les cas, devait connaître sa fin dans les 100 prochaines années. C'est ce qui a fait en sorte que les Nations Unies, depuis les années 70, avec tout ce qu'on connaît, la maladie de Minamata au Japon, qui a causé des graves dégâts environnementaux, les Nations Unies ont pris au sérieux cette problématique et se sont dit, vraiment, il faut désormais un type de développement. Parce que tous ces problèmes découlent de notre type ou du paradigme de développement promu à cette époque. Le développement était essentiellement économique, au sens américain. Donc on dit un pays est développé parce que le PIB est élevé. Le côté environnemental n'est pas mis en cause. Le côté environnemental n'est pas pris en cause, n'est pas pris en compte. Le côté social n'est pas pris en compte. Les Nations Unies ont dit donc, il faut désormais chaque 10 ans organiser les sommets des seigneurs de la terre pour voir si l'environnement ou bien si la nature, la terre est encore apte à soutenir avec ses différentes ressources la population qui y vit. Depuis dans les années 70, il y a ce qu'on appelle les sommets des seigneurs de la terre pour pouvoir évaluer la capacité de la terre à produire les ressources ou les besoins en ressources. Et vers les années 80, la question ne fait que brûler. Parce que vous connaissez le phénomène du Tchernobyl. Jusqu'aujourd'hui, on découvre les enfants, dont les femmes accouchent des enfants bien mal formés. Des enfants qui n'ont pas de sens avec des déformations que tu ne sais même pas d'où ça vient. Tout ça, ça provient des industries. Et les années 80, dont les Nations Unies ont dit, il faut désormais trouver une solution au conflit qui existe entre l'environnement, le social et l'économie. Vers les années 82, c'est-à-dire troisième conférence, ils ont mis sur pied une commission dirigée par la première ministre norvégienne Brundtland. Ils ont demandé donc à la commission de trouver une solution à ces problèmes-là. Parce qu'il y avait un conflit entre l'économie qui voulait à tout prix acquérir des richesses sans prendre en compte l'environnement. D'autre part, l'environnement qui est en train de se dégrader et le social aussi. On voyait des entreprises qui gagnaient de l'argent mais qui ne prenaient pas en compte les besoins des populations. C'est là donc que Brundtland, avec sa commission, travaille. Et en 1987, il publie un rapport qu'on appelle le rapport Brundtland. Et c'est dans ce rapport donc qu'il propose le développement durable comme la solution aux problèmes ou aux conflits posés par l'économie, l'environnement. Bien, le plus souvent on dit depuis les années 80, il y a l'UICN qui a publié un rapport, donc ça n'est pas le développement durable date depuis les années 80. Il faut retenir que le concept même de développement durable a été institutionnalisé vers les années 92 avec le sommet de la Terre de Rio. En 2015 donc, les Nations Unies ont décidé de mettre sur pied un programme de développement durable. Bien avant 2015 même, en 2004, on a d'abord commencé avec l'UNESCO. L'UNESCO, c'est l'organisme ou l'organe institutionnel des Nations Unies chargé de coordonner l'éducation au développement durable. En 2015, de 2004 à 2014, il y a eu une décennie pour l'éducation au développement durable. Et en 2015, tellement que la question faisait l'acuité, les Nations Unies ont décidé de mettre sur pied le programme des Nations Unies pour le développement durable jusqu'en 2030. Et c'est ce programme donc qui présente les 17 objectifs du développement durable. Et qu'est-ce que les Nations Unies ont dit? Ils ont dit, désormais, il faut que chaque secteur d'activité apporte sa contribution pour le développement durable.
Exemple, l'agriculture. Désormais, il faut que l'agriculture contribue au développement durable. Les écoles, désormais, il faut que l'école forme des jeunes capables de promouvoir le développement durable. Et là, on parle de l'éducation au développement durable. Au niveau de l'agriculture, on parle de l'agriculture durable. Également, les Nations Unies disent, désormais, il faut que les entreprises puissent contribuer au développement durable. Et on parle de responsabilité sociétale des entreprises. C'est-à-dire, chaque entreprise doit prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux de ses activités. Et c'est là donc où naît le concept d'éducation au développement durable dans le programme des Nations Unies pour le développement. Sinon, au début, on parlait de l'éducation à l'environnement, de l'éducation relative à l'environnement, de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Sinon, le concept naît même avec le programme des Nations Unies pour le développement, notamment au niveau du 4e objectif où on parle de l'éducation. Et indicateur numéro 7, vous savez, les objectifs du développement durable ont des indicateurs, 169 indicateurs. Donc chaque objectif a des indicateurs qui permettent d'évaluer ou bien qui permettent de voir comment est-ce qu'on peut réaliser chaque objectif. Et c'est là donc où les Nations Unies disent, d'ici à 2030, il faut faire en sorte que tous les élèves acquièrent des connaissances et des compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable. Et là donc, les écoles sont appelées dans tout ce qu'ils font à promouvoir le développement durable. Toutefois, la question demeure, qu'est-ce que le développement durable pour un élève? Qu'est-ce que le développement? Moi, je n'arrive pas à comprendre, moi-même qui vous parle. Qu'est-ce que le développement durable pour un élève? Parce que faire représenter le développement durable dans l'esprit d'un élève, c'est pas du donné, c'est pas facile. Il va falloir produire des techniques pour pouvoir éduquer les élèves au développement durable. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est des appels. Et de ça, on va parler aujourd'hui. Déjà, mon intervention va s'articuler sur 3 points. Il y a des prérequis. Les prérequis, c'est les choses qu'il faut d'abord savoir. En arrière un peu. En devant. Encore. C'est bon. Voilà, les caractéristiques de l'éducation au développement durable. J'ai dit, l'éducation au développement durable, c'est quoi? C'est l'apport de chaque établissement ou c'est l'apport de l'école dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Et l'éducation au développement durable a donc les caractéristiques. Les caractéristiques, c'est, elle peut être formelle ou informelle. C'est-à-dire, l'éducation au développement durable peut se faire dans les établissements, comme les universités, les établissements publics ou privés. Ça, c'est formel. Informel dans le sens où, comme ce que nous faisons sur Internet, tout le monde voit. Ce n'est pas institutionnalisé, comme ce que nous faisons même ici. Ça participe à l'éducation au développement durable, mais ce n'est pas très formel. Il y a aussi l'éducation au développement durable peut être disciplinaire, transdisciplinaire ou multidisciplinaire. C'est disciplinaire lorsque l'éducation au développement durable devient une matière spécifique qu'on doit enseigner aux enfants. C'est transdisciplinaire lorsque c'est au-delà de toutes les disciplines. On organise les activités dans les établissements, des causeries éducatives, on sensibilise les enfants. Et c'est multidisciplinaire lorsque, quand j'ai pris l'exemple de la géographie, de l'histoire, j'ai dit la guerre est une situation non durable. Là-bas, c'est multidisciplinaire puisque je m'appuie sur la géographie et à partir de la géographie, j'essaye d'expliquer les concepts de la géographie avec les notions liées au développement durable. Donc ça fait intervenir plusieurs disciplines en quelque sorte. Et également, il faut retenir que c'est l'UNESCO qui coordonne l'éducation au développement durable. Aussi, l'éducation au développement durable concerne tous les âges. Tous les âges. Il n'y a pas à dire c'est pour les élèves, non. Même les personnes de 3e âge. Et c'est ce que dit la conférence de Tbilissi de 1970 qui a même signé l'acte de naissance de l'éducation au développement durable. Également, oui, comme je disais, on est passé de l'éducation d'abord à l'environnement, donc
On parlait simplement de l'environnement, à l'éducation relative à l'environnement, c'est-à-dire on éduquait les élèves sur les problèmes liés à l'environnement, la pollution, les déchets et tout, à l'éducation au développement durable. La différence, c'est que l'éducation au développement durable est plus englobant que l'éducation à l'environnement. Vous savez, le développement durable a 4 ou 3 dimensions. On parle du social, de l'environnement et de l'économie. Il faut retenir que l'éducation relative à l'environnement ne doit pas être une matière de plus à ajouter au programme scolaire existant. Ça, c'est l'UNESCO qui le dit. Donc, quand on parle de l'éducation au développement durable, ce n'est pas une matière qu'on doit aller enseigner à l'école, mais elle doit s'intégrer dans les matières déjà existantes. Voilà pourquoi aujourd'hui, le terme le plus promu, c'est l'éducation interdisciplinaire au développement durable. Donc, dans chaque matière, on fait intégrer les concepts liés à l'environnement. En ECM, par exemple, on parle de l'éducation à l'environnement et l'éducation civique. Même en français, il y a des concepts qui sont intégrés au Cameroun même. Et vous le savez, je ne vous apprends pas. Actuellement, le ministre de l'enseignement secondaire est en train de mettre sur pied un programme lié à l'éducation au développement durable dans les établissements. Le programme, ça a d'abord commencé avec Clean School. Mais maintenant, on parle de Clean and Green School. Donc, l'éducation chez nous est en train de prendre corps puisque les institutions se réveillent. Voilà, la notion d'éducation au développement durable. Qu'est-ce que l'éducation au développement durable? J'ai dit l'éducation au développement durable, c'est la contribution du secteur de l'éducation aux enjeux du développement durable. L'objectif, c'est quoi? L'objectif de l'éducation au développement durable, c'est de permettre aux élèves ou à toutes les autres personnes d'acquérir des connaissances nécessaires pour promouvoir le développement durable. D'un, et de deux, parvenir à l'accomplissement de l'éthique du développement durable. Ici, c'est les comportements. Donc, l'objectif de l'éducation au développement durable, c'est de faire en sorte qu'à la fin, les comportements des élèves ou les attitudes des élèves puissent changer. Qu'on puisse avoir des élèves éco-citoyens, des élèves éco-responsables qui connaissent déjà les enjeux de ce qu'ils font. Parce que le développement durable, avant tout, c'est faire en sorte que toutes nos actions, toutes nos activités, tous nos projets, tous nos programmes que nous faisons maintenant, nous puissions prendre en compte les impacts de ces actions sur le futur. C'est-à-dire, si je décide par exemple d'être braconnier, oui, je fais ça, mais est-ce que si je continue à chasser, d'ici 10 à 20 ans, comment est-ce que les habitants de ma région ou bien est-ce que les enfants verront encore ce que c'est que le pangolin par exemple, comme c'est le pangolin qui est l'animal le plus chassé au monde. Vous voyez, donc chaque structure doit prendre en compte l'impact de ses activités sur le futur. Donc, il s'agit en quelque sorte d'inscrire nos actions dans une perspective de long terme. C'est-à-dire ne pas faire en sorte qu'on fasse pour aujourd'hui, mais voir le futur. Les domaines d'action prioritaires. En fait, l'éducation et le développement durable, c'est une stratégie. Et pour mettre ça sur pied, il faut des domaines d'action. Ici, on parle par exemple de renforcer les politiques. Renforcer les politiques consiste à faire quoi? Il faut intégrer l'éducation et le développement durable dans les politiques. C'est-à-dire les lois doivent prendre en compte ça. Sinon, ça ne sert à rien. On parle de l'éducation et du développement durable. S'il n'y a pas de lois qui prennent en compte cela, on va éduquer comment? Les établissements vont te dire, bon, est-ce que l'État s'est engagé dans cette perspective? On parle également de transformer l'environnement d'apprentissage de formation, c'est-à-dire intégrer les principes. Ici, il faut faire en sorte que l'éducation et le développement durable soit intégrée dans les manuels scolaires ou dans les programmes scolaires. On parle également de renforcer les capacités des éducateurs. C'est normal. Moi, j'ai fait une enquête sur les enseignants des établissements publics. Quand je viens et dis bonjour, c'est comment, qu'est-ce que le développement durable? Il me dit non, explique-moi d'abord le développement durable parce que je n'ai jamais entendu ça. Explique-moi d'abord ça avant de me poser tes questions. Donc, si on veut vraiment éduquer au développement durable, il faut commencer par outiller les enseignants parce que ce sont des concepts nouveaux qu'il faut sensibiliser les enseignants sur ces questions pour véritablement éduquer au développement durable. Parce qu'un enseignant qui a été
qui est sorti de l'ENS par exemple en 2015 ou 2000, tu vas lui dire développement durable, un enseignant de sport, il va te dire quoi Allah? Il te dit non, en sport on ne peut pas faire ça. Donc il faut vraiment former les enseignants dans ce domaine, autonomiser et mobiliser les jeunes. Oui, il faut mobiliser les jeunes et c'est ce que nous sommes en train de faire. Travailler aussi avec les collectivités territoriales. Et je voulais également parler de la finalité de l'éducation au développement durable. La finalité, c'est d'acquérir des compétences. Permettre aux élèves d'être forts mentalement ou bien d'être prêts sur le plan du développement durable. Qu'ils puissent connaître les enjeux du développement durable. Acquérir les compétences, de changer les attitudes. C'est ça même l'objectif du développement durable. C'est-à-dire faire en sorte que si aujourd'hui, je finis de manger mon biscuit, comme j'ai mangé le matin, je le jette en route. Il faut faire en sorte que si on m'éduque au développement durable, dès que je finis de manger, si je ne vois pas une poubelle quelque part, je mets dans ma poche. Dès que je retrouve la poubelle, je mets dedans. C'est ça l'objectif de l'éducation au développement durable. Changer les comportements, changer les attitudes des élèves et de tout le monde. Et des attitudes qui puissent promouvoir le développement durable. Ce n'est que ça. Et on parle également des connaissances, des attitudes. Et le rôle de l'éducation au développement durable, donc, c'est de changer les attitudes, comme j'ai dit. Oui. Maintenant, comment éduquer au développement durable? C'est en réalité ça le thème. Parce que au début, on a dit l'élève, à un certain moment, son cerveau n'est pas câblé pour comprendre facilement ce que c'est que le développement durable. Pour éduquer au développement durable, il y a plusieurs techniques. Parmi les techniques, il y a le jeu. Parmi les techniques, il y a les jeux. Les jeux qu'on peut organiser en causerie éducative dans les établissements. Supposons que TRO, en partenariat avec les éco-citoyens et Agipad, organise une causerie éducative au sein d'un établissement. Et on fait des quiz ou des questions. On achète également des cadeaux, bien on rend disponible certains cadeaux pour les élèves. Et on arrive, on dit, on prépare des textes et on dit des textes qu'on va donner aux élèves, bien évidemment, ou des vrais ou faux sur les problèmes de l'environnement et du développement. L'élève lit, l'élève dit, je m'appelle Vandi Moïse, j'ai 2 ans, j'ai perdu mon père et ma mère pendant la guerre. Ah, merci. Oui, voilà. Ça, c'est par exemple un exemple de cadeau. Et l'élève dit, je m'appelle tel Vandi Moïse, j'ai 2 ans, j'ai perdu mon père et ma mère pendant la crise anglophone et je me suis retrouvé à Yaoundé parmi la foule qui fuyait la guerre. Et actuellement, je suis enfant de la rue, je veux devenir médecin et tout. Après, on demande aux élèves, qui est-il? Un réfugié, un déplacé interne? L'élève qui trouve la réponse, on lui donne le cadeau. Et à travers ça, quand tu lis d'abord l'histoire de l'élève qu'on a raconté, c'est un petit enfant, il est victime d'une guerre, il s'est retrouvé dans la rue et il a les ambitions d'aller à l'école. Ça, il y a un problème social qui est en jeu. Il y a un problème social qui est en jeu. Et là, les élèves, quand tu vas même leur demander, si tu étais à la place de l'enfant là, quelle sera ta situation? Donc les élèves se sentent d'abord profondément concernés par le problème. Oui. Donc il faut procéder par les jeux pour éduquer au développement durable. Les jeux qui peuvent se faire en causerie éducative, on arrive dans un établissement, les cadeaux, on prépare des petits quiz, des vrais ou faux. L'élève qui répond, on lui donne le cadeau. Et on peut également procéder par les storytelling. Par les storytelling. Les storytelling, vous savez, c'est une histoire. Une histoire qui fait en sorte que le public soit avec l'interlocuteur, celui qui parle devant. Et quand on parle du storytelling, je peux prendre un exemple. Je dis, le 29 septembre 2019, après une pluie diluvienne, s'est produite une inondation à l'avenue Kennedy, à Yaoundé. Cette inondation a des conséquences néfastes sur l'environnement, l'économie et le social. Et dit, plus de 20 enfants de la rue ont perdu leur vie pendant cette inondation. Des marchandises, des commerçants ont été disparus ou bien noyés dans l'eau. Les populations se mettent à pleurer, à lamenter. Et je dis aux enfants, est-ce que vous savez
ce qui est à l'origine des inondations. Les enfants disent non. Je leur dis, les inondations sont dues au dépôt et aux décharges sauvages des ordures. C'est-à-dire, quand tu finis de boire le jus, tu jettes par terre. Tu finis de manger, tu jettes par terre. Les dépôts sauvages, on jette les ordures n'importe où. Qu'est-ce qui se passe? Après donc, ou pendant la pluie, le ruissellement fait en sorte que ces déchets se retrouvent dans les rigoles et bloque donc le passage d'eau. Et quand ça bloque, l'eau s'élève à la surface. Et quand l'eau s'élève à la surface, c'est ça l'inondation. Tout le monde se retrouve dans l'eau. Après avoir raconté cette histoire, tu demandes aux élèves, qu'est-ce qu'une inondation? Ils vont te répondre. Dès que l'enfant arrive à la maison, la maman finit de préparer, elle jette les ordures quelque part. Il dit, maman, non, c'est à l'origine des inondations, on ne jette pas comme ça. Le prof a dit qu'on met dans la poubelle. Donc changer le comportement ou bien faire en sorte que les élèves puissent être éduqués au développement durable. En fait, éduquer les élèves au développement durable, c'est éduquer la famille. Parce que dès ce jour-là, tu ne vas voir l'élève jeter les déchets n'importe où. Il va toujours chercher la poubelle pour mettre son déchet dans tous les cas. Et quand il voit les dépôts sauvages d'ordures, c'est comme si c'est un problème en lui. C'est comme si c'est un problème en lui. Et c'est ça dont l'objectif de l'éducation au développement durable. Je peux prendre un exemple sur moi. Avant d'arriver à l'IRIC ou avant même de venir ici, ce sont des choses que je faisais. Donc je ne savais même pas que l'environnement était un problème. Quand j'arrive donc à l'école, on fait des cours, on fait des trucs, on fait des séminaires. Du coup, je commence à voir qu'il y a trop de problèmes en fait. Et le seul problème qu'on voit au Cameroun, le seul problème auquel il faut apporter la solution, c'est l'éducation. Il faut changer la mentalité. Il faut changer les attitudes. Et c'est là où j'ai dit non, il faut qu'on mette sur pied une association. Et au début, l'objectif, ce n'est même pas de créer une association. C'était de mettre sur pied 4 minutes durables. C'est-à-dire cette chaîne-là ou ce média numérique qui s'en charge d'éduquer les internautes au développement durable. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez tous, 90% des personnes apprennent ce que c'est que le développement durable via Internet ou les médias. Voilà pourquoi dans nos stratégies, on a aussi un pan qui concerne le partenariat avec les médias. 90% apprennent ces concepts sur Internet. Donc il faut éduquer les élèves avec les storytelling. La pédagogie par projet, oui. Il faut également par projet. La pédagogie par projet, c'est quoi? L'établissement peut mettre sur pied un programme. En fonction de son état, bien un programme qui peut être les jardins scolaires, les projets de reboisement, en fait qui regroupe plusieurs projets. Si on va par exemple que l'établissement n'a pas d'arbres, ou il n'y a pas d'eau, ou bien il y a trop d'eau, l'établissement crée des programmes et dans ces programmes donc, il y a les projets. On implique les élèves dans ces projets. On dit aux élèves, ici là, c'est votre jardin. Pendant la pause, vous devez venir arroser ici, faire ceci, faire ceci. Et ça fait en sorte que l'élève cultive cette habitude-là, cette habitude des choses. Et même mettre sur pied des centres de recyclage. L'établissement produit des déchets, surtout les déchets plastiques. Donc, un établissement, un grand établissement gagnerait à recycler ces déchets plastiques, par exemple. Donc, ça, c'est la pédagogie par projet. On peut éduquer au développement durable à travers la pédagogie par projet. Les exemples aussi. Vous savez, l'enseignant, c'est un modèle pour son élève. Donc, l'élève prend l'enseignant comme modèle. Et le plus souvent, il y a certains élèves qui parlent comme leurs enseignants. Quand ils voient son enseignant parler, du coup, il limite et il veut parler comme lui. Donc, pour éduquer aussi au développement durable, il faut que les enseignants soient des modèles. Parce que tu ne peux pas dire à un élève, il ne faut pas jeter les ordures, n'importe où toi tu viens. Toi-même l'enseignant, au sein de l'établissement, tu finis de manger, tu lances. Non, l'élève va te suivre. L'élève va te suivre. Il y a une question qui a été posée à une dame expert sur les questions liées à l'enfant. On lui demande comment éduquer son enfant. Elle a répondu, pour éduquer son enfant, il faut s'éduquer soi-même. Parce que c'est le parent, ou bien celui qui est devant l'enfant, ses comportements, ses attitudes, qui éduque en quelque sorte l'enfant. Donc si le parent est mal poli, si le maître n'a pas de bonnes attitudes, du coup, l'élève n'aura pas de bonnes attitudes. Donc il faut que les enseignants soient des modèles pour les élèves. C'est aussi une technique. Et il faut aussi, puis on va parler de la pollution. Qu'est-ce que la pollution? Tu dis aux élèves, la pollution, c'est l'ensemble des gaz à effet de serre qui font... Les élèves ne vont pas comprendre.
C'est trop théorique. Donc il faut rendre les concepts pratiques. Du genre, tu dis à un élève, en venant à l'école, tu as pris quel moyen de transport? J'ai pris la moto. Tu lui dis, est-ce que tu sais que la moto que tu as pris là, ça consomme de l'énergie fossile? Et quand on dit l'énergie fossile, c'est ces énergies-là qui sont au sous-sol. Et quand elles ne sont pas renouvelables, ça... Tu prends donc la moto, en plus de polluer l'environnement, la moto émet des gaz à effet de serre. Des gaz à effet de serre, parce que la moto fume. Et quand la moto fume, les fumées là se retrouvent au-dessus, au niveau de l'atmosphère, et créent ce qu'on appelle le smog. Et ce smog donne, c'est ça qui fait en sorte qu'à un certain moment, tu arrives dans un quartier, il y a des odeurs, un genre. Tu vois, quand tu dis ça à un enfant, hey, il comprend ça parce que lui, il a pris la moto. Et tu lui dis, les gaz à effet de serre, donc, c'est l'ensemble de ces gaz. Ou bien, la planète Terre est couverte d'une couche. Et les engins comme les automobiles ou les motos qui consomment des énergies fossiles émettent des gaz. Et ces gaz, on les appelle des gaz à effet de serre. Pourquoi gaz à effet de serre? Gaz à effet de serre simplement parce que, comme vous le savez tous, la Terre est éclairée. La Terre est éclairée par le Soleil. Et quand la Terre éclaire quand le Soleil éclaire la Terre plutôt, il y a une partie de la lumière. Il y a une partie de la lumière que la Terre reflète. Et cette partie de la lumière est censée retourner au niveau du Soleil. Les gaz à effet de serre donc font quoi? Les gaz à effet de serre font en sorte que cette lumière-là ne retourne pas. Les gaz à effet de serre donc bloquent cette lumière à un certain niveau. Et quand les gaz à effet de serre bloquent cette lumière, la température de la Terre réchauffe. Et là, l'enfant dit, ah, donc quand je prends la moto, ça émet les gaz. Et les gaz là, tu demandes même à l'enfant, est-ce que tu as souvent chaud? Oui. Est-ce que tu sais à quoi cela est dû? Donc il faut vraiment des exemples pratiques pour apprendre ou bien pour éduquer l'enfant au développement durable. Il faut des exemples pratiques, terre à terre, les choses que l'enfant lui-même vit au quotidien. Et là, il va mieux comprendre très facilement. S'il faut expliquer avec les concepts scientifiques, l'enfant ne va rien comprendre. Et quand on parle de l'éducation au développement durable, c'est depuis la maternelle jusqu'à l'université. Je pense que je m'arrête à ce niveau. En conclusion, il faut retenir que le développement durable, c'est une solution à un problème. Et l'éducation au développement durable, c'est la contribution du secteur de l'éducation au développement durable. C'est ça. Et pour éduquer au développement durable, il y a plusieurs stratégies. On peut passer par la pédagogie par projet, on peut passer par les causeries éducatives, on peut passer par les storytelling. Je vous remercie.